Salut à tous, la vidéo du week-end, c'est du Movie Star épisode 10 avec pas mal de choses, puisqu'on va aller au-delà du Tour de Romandie, on va aller à la veille du Giro, carrément, sur cet épisode. Donc on a évidemment le menu plus costaud, c'est Paris-Roubaix et les Ardennaises, puis on aura comme ça quelques petites décorations à droite à gauche. À l'épisode précédent, on avait eu la joie d'aller comme ça s'imposer avec Garcia Cortina sur Gand-Wevelgem Game et honnêtement c'était un vrai objectif pour moi puisque je l'avais carrément mis son premier objectif de saison, je l'avais mis sur Gand-Wevelgem, je l'avais mis ni sur le Tour des Flandres ni sur Paris-Roubaix. Cette année il fallait être réaliste, il fallait juste voir ce qui pouvait être fait sur Gand-Wevelgem et donc en profiter avec les notes du coureur pour essayer de gagner un petit peu tout ce qui pouvait être à droite à gauche. On s'en sort pas mal quand même, hein. Il y a 2-3 victoires plutôt sympas, l'année n'est pas pourrie. Et après dans la foulée il y avait eu ce Dwars Vlaanderen qui lui par contre a été pris par Sylvain Dillier. Moi je suis assez content de ma recrue Dillier qui ne rien paye pas de mine avec son overall là, mais est solide et puis correspond bien à l'envie que j'ai dans cette partie de pas aller non plus m'offrir Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt de performer mais avec des coureurs qui sont pas forcément trop attendus pour jouer des rôles comme ceux-là. Et il y aura aussi eu ce Tour des Flandres sur lequel on n'aura pas été si honteux que ça. On voit que ça part ici à 6 et la scène qui est lâchée. Et sur la toute fin, c'est Wout van Aert qui va comme ça s'imposer devant Sepp Van Marke, Gianni Moscon qui fait 3, et surtout Cortina qui va piquer à Stuyven la 5ème place. Donc on s'en est pas si mal tiré, 5ème pour cette année. C'est pas si mal. Puis il y aura par contre ce coup dur que constituera le Tour du Pays Basque, sur lequel on aura vraiment eu déjà le malheur de perdre un équipier futur sur le Giro, donc Verona, blessé pour un certain moment, et puis en plus la désillusion malgré une belle équipe alignée, puisque Higuita, Mas, Soler, c'est pas non plus tout le temps que je vais aligner les trois sur les mêmes courses. Donc, à la limite à l'étape 1, c'était pas si mal parce qu'Egan Bernal était intouchable, mais Henrik Mas est allé quand même prendre une deuxième place, donc c'est pas honteux. Ce qui m'a pas arrangé par contre, c'est que j'avais plutôt prévu Higuita pour être leader sur ce Tour du Pays Basque, donc pour ça par contre on repassera. L'autre mutant, c'est Pogacar dans la partie, 84 en vallon, alors que Bernal il a pour sa part 84 en montagne, donc on a du challenge en face de nous. Et puis en plus avec ce profil qui est assez sympa, je trouve, profil entre guillemets 2020, avec de très jolies arrivées au sommet. Là ici pas au sommet, mais avec ce petit coup du sort, vous voyez, j'ai arrêté pour une fois, je fais un screen du truc pour immortaliser le fait que on ne veut pas collaborer avec Higuita quand il se retrouve comme ça en position d'éventuellement en prendre une. Heureusement, finalement, on s'en sortira sur l'étape 5. On sauvera l'honneur avec cette victoire d'Alejandro Valverde, parce que pour ce qui est du général, on va prendre très cher sur ce CLM final où ni Mas ni Higuita ne vont réussir à tirer réellement leur épingle du jeu. Higuita au final aura été un peu meilleur, c'est pour ça que je voulais faire le leader sur ce Tour du Pays Basque. Mais Mas fait 6 et on est bien loin de l'objectif du sponsor. Voilà. Allez, enfin de la nouveauté par rapport à cet épisode 10. C'était rigolo parce que regardez dans l'annonce de la course, évidemment un Grand Prix de l'Escaut a priori pas la course de l'année certes, mais moi j'aime bien les jouer quand même, elles sont intéressantes. Surtout qu'il y a une stratégie de sprint à mettre en place. Regardez, Jakobsen, Viviani, De Beust, Caleb Ewan, Nate Solo, Kesbol, et en fait on me met Garcia Cortina favori devant tous ces gens-là. Alors évidemment qu'on va essayer de pas les faire mentir, mais ça c'est encore autre chose. Mais je m'attendais quand même pas à ce que le type soit favori devant tous ces gens qui sont de bien meilleurs sprinters que Garcia Cortina, y compris à ce stade de la partie, quoi. Donc bon, on est en 2021, ok, on est au bout d'une année et demie presque de jeu, mais
l'évolution n'a pas non plus été stratosphérique. C'est pas encore Peter Sagan, Garcia Cortina. Hein. Donc, à voir. Après, bon, pour ce qui est de préparer sur une course comme le Grand Prix de l'Escaut, on a des idées parce que il suffit, entre guillemets, il suffit de déjà faire rouler. On voit ici, bon, j'essaie éventuellement rejoindre l'échappée comme ça avec Jacobs qui va y arriver. J'aime bien Jacobs, un équipier très très sympathique dans cette équipe de pavés version Movistar. Donc Jacobs, c'est juste pour essayer de dynamiter la course en fait, hein, que je l'ai fait attaquer, entre guillemets, j'ai un peu sacrifié. On a en plus des gens pour continuer à protéger, hein, Oliveira, Postelberger, Roulans, Nowen, donc on est en nombre, hein, relatif, hein, ce genre de course. Le tout, ça va être de préparer le sprint de manière un petit peu efficace. C'est pour ça que, par exemple, ici, je vais attaquer avec Roulans, parce que je sais très bien qu'en faisant ceci sur une course comme celle-là, je vais fatalement faire du tri à l'arrière, parce que pour rouler sur Roulans, il y en a plein qui vont se cramer, quoi, hein, tout simplement. Et donc, on a une chance pour que les meilleurs sprinters manquent d'équipiers au moment de devenir imbattable au sprint. Et du coup, peut-être qu'on peut tenter notre chance à nous. Surtout que le train, là, il est défini avec Roulans, qui devra... Roulans, n'importe quoi. Avec Nowen, qui devra lancer Dillier, qui lui-même sera le poisson pilote de Garcia Cortina. Donc après, tenir compte des virages pour lancer à temps et essayer de ne pas se faire avoir non plus par une attaque surprenante. Voilà, c'est ici Dillier qui va mettre sur orbite Garcia Cortina, qui va s'imposer de très 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 loin sur cette course. Voilà, Dillier fait même 2. Donc en gros, l'IA n'a pas été en mesure de vraiment réagir. Elle n'a pas été en mesure de réagir. Ça, j'ai remarqué, c'est un atermoiement qui arrive très très souvent lorsqu'il y a en fait une situation de contre-attaque. Vous voyez, situation de contre-attaque, il arrive assez fréquemment qu'on se retrouve avec comme ça une IA qui est un petit peu décontenancée parce que le temps qu'elle s'organise, elle a comme ça du mal à enclencher. Comme ça s'est passé très proche de l'arrivée, ça explique un petit peu. Voilà un petit axe de progression pour le jeu. Oui, alors là, en fait, pour rigoler, sur le screen d'avant Paris-Roubaix, je vous disais, je suis en reconnaissance pour 2022. Peut-être même que c'est pour 2023, hein, si c'est de Garcia Cortina qu'on parle, parce que, à mon avis, il va falloir encore quelques petites progressions. D'ailleurs, il faut aussi qu'elles nous soient octroyées par le jeu. Vous voyez ici, par exemple, le +1 de Cortina, le +2 de Didier. On peut pas dire que je sois vraiment supra chanceux au niveau des formes du jour sur ce Paris-Roubaix, parce que tu te prends au moment où tu es sous pic, hein, t'as tes mecs sous pic, t'as tout fait pour, tu te prends 1 et 2, voilà, je suis pas amer, hein. Il y a des fois où on se prend +5 et à la limite on a eu de la chance. Des fois on prend 1 et 2 et on a dans le baba, hein, c'est comme ça. Toutefois, on va faire avec, et c'est très bien comme ça. Cette partie n'est pas non plus destinée à ce qu'on rafle tout, déjà qu'on gagne pas mal. Alors, si on peut aussi se prendre un coup de pied au cul de temps en temps, ça peut être pas mal. Trouver d'Arambert, la sortie, voilà. On sort relativement indemne, hein. On sort relativement indemne, on a peut-être juste perdu un type, mais c'est pas non plus honteux. Groenewegen qui fait le boulot pour Wout van Aert, c'est un peu marrant, n'empêche. Bon, j'ai du mal à transposer ça en réalité, mais bon, pourquoi pas. Ça chute par-ci, ça chute par-là, il y a des petites cassures par-ci. Vous voyez, par exemple, ici, de Koenig Quickstep, deux leaders assez forts, hein, qui se sont fait piéger dans certains endroits. Après, ils ont recollé, hein, je vous rassure. Mais ça évite un truc qu'on remarque souvent sur Paris-Roubaix, c'est que De Koenig Quickstep fasse un certain tri en y allant avec équipier, 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 et que derrière, ça joue le coup à fond pour... là, avec ces notes-là, ça pourrait éventuellement même être pour Jungels, hein, ou pour Lampart. Mais bon, Lampart a commencé déjà à beaucoup rouler à ce stade-là, donc il pourrait le payer. Enfin, toujours, voilà, toujours la même histoire. Tiens, il est pas mal, hein, Quinn Simonson dans cette partie. Il est même plus que pas mal. Ouais, c'est sympa parce qu'en fait, on peut observer comme ça. Ouh là là, il est vilain ce départ. Ouh là, qu'est-ce qui fait peur quand tu vois l'accélération combinée de Sagan et Van Der Poel. Tu te dis qu'on va peut-être ne jamais les revoir, les types. Sénéchal, peut-être, oui, voilà. Parce que je me disais, pour qui est-ce que ça roule au final? Ben non, pas Sénéchal, puisque Sénéchal est en défaillance. Asgreen, on pourrait imaginer Asgreen en tout cas.
Bah, en fait, j'ai l'impression que ça roule plutôt même pour Bob Youngers du côté de Gnei Quickstep. En tout cas, ils ont un peu été perturbés dans leur stratégie habituelle et, euh, et du coup, on peut éventuellement voir autre chose. Alors évidemment, à l'avant, il y a eu Sagan et Van Der Poel qui ont pris une avance assez considérable. Derrière, c'est Bettiol qui roule. Donc là, on a compris, hein, si Bettiol roule, c'est pour Van Marke. Fatalement, il n'y a pas le choix. Même si je crois que c'est Langeveld encore qui est présent, hein, mais voilà, on voit que ça roule même limite un peu trop fort parce que derrière il y a eu une petite cassure, donc Bettiol est allé un petit peu fort encore une fois. Dillier s'accroche comme un beau diable, on voit que c'est difficile. Hein. Roulans est le dernier à pouvoir soutenir Dillier. Oui, hein, cela va sans dire qu'avec le plus 1 de Garcia Cortina, c'était même pas la peine d'espérer jouer quoi que ce soit au niveau du général avec lui. Hein. Forcément, c'était pour Dillier. Hein. Je l'ai annoncé à l'avance, de toute façon, que sûrement Paris-Roubaix, là, sur cette partie en 2021, était pour Sylvain Dillier. En tout cas, pour ce qui est du leadership, hein, j'ai pas prétendu gagner. On voit que peu à peu, il y a quand même du retard qui est rattrapé à Wout van Aert aussi, hein, qui est allé à l'avant. Entre-temps, il s'est échappé, il a rejoint Peter Sagan. Van Der Poel est donc à l'heure actuelle seul en tête. Peter Sagan est en train de lâcher, vous voyez qu'on est en train de le reprendre. Parce que mine de rien, il y a encore quelques coureurs pour rouler là dans ce groupe. Hein. Et c'est ça qui fait que Dillier peut bénéficier, on va dire, de ceux qui roulent pas trop violemment, j'aurais envie d'ajouter. Et ça permet à Dillier de suivre. Bon, il reste pas beaucoup de barres non plus, hein, mais permet de suivre, quitte à se mettre des fois à la fin du groupe pour vraiment consommer le moins possible. À l'heure actuelle, on a Van Der Poel, Van Aert qui sont devant. Sagan a été absorbé. Attention à Sagan, hein, s'il se refait la cerise. Il y a toujours moyen. Tiens, une vilaine crevaison pour Bob Youngers. Ça, c'est rédhibitoire à ce stade-là de la course. Et on arrive évidemment dans le moment clé de ce Paris-Roubaix. On voit Van Der Poel et Van Aert qui, honnêtement, sortent très très bien du carrefour de l'arbre. Il n'y a pas de problème pour eux. Et Dillier, bah, il reste plus grand chose, mais au moins il est calé. Hein. Il est calé. Et les deux hommes de l'avant, même s'ils n'ont pas l'air d'être en défaillance, parce qu'il n'y a pas de cinématique de défense, c'est un peu pour Van Der Poel ici, là. Ah bah tiens, aussi pour Van Aert, donc il suffisait de le dire, bah, sont en train progressivement de se faire reprendre. Hein. Les relais entre Nassen, entre Van Mark et consorts, et Christophe aussi, effectivement, moi je m'accroche à Christophe, parce que je crois beaucoup en Alexander Christophe, dès lors qu'une course est très difficile, et a fortiori dans le jeu sur PCM, dès lors que sur Paris-Roubaix, on a comme ça un retour de quelques leaders, et surtout Van Aert et Van Der Poel, qui a priori sont cramés à ce stade-là. Quoi. Là, je crois plus que jamais à Alexander Christophe, donc on est dans les clous, ça paraît étonnant, mais il nous reste un petit peu de barre à ce stade-là, donc il va falloir voir un petit peu comment ça se passe. Regardez, il y a deux hommes à l'avant, mais accélération ici de Christophe, dans la roue duquel Dillier était tranquillement calé, ça reprend. Et par contre derrière, voilà. Ah là, il n'y avait rien à faire. Jasper Stuyven devant Oliver Nassen. Et quand même Van Der Poel qui s'est bien battu et qui s'accroche à une troisième place. On a quand même 4 Belges dans les 5 premiers, c'est pas mal. Gilbert Van Mark qui vient de compléter. Et notre Sylvain Dillier national qui vient faire 12. Battu au sprint finalement, hein, il est dernier du groupe, hein, mais là je suis quand même content d'être arrivé avec les meilleurs. C'est assez encourageant après un petit Brabantse Pile, histoire de se délasser, et avant d'attaquer l'Amstel Gold Race, l'épisode est assez dense, hein, entre Paris-Roubaix là qui était quand même, je peux vous dire qu'en le jouant, j'y ai quand même un peu cru pour Dillier, hein. Peut-être pas la victoire, mais jusque pas longtemps, pas loin pardon de la fin, j'ai quand même cru à un potentiel top 5 quoi. Bon à 12 après c'est pas déshonorant, surtout vu la course. En plus avec plus 2, hein. Laisse imaginer ce que ça aurait pu éventuellement donner avec un plus 5, mais ce sera pas le cas. On est donc sur le Brabantse Pile, nouvelle version hein, en gros, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur celui qu'on connaissait depuis quelques PCM qu'on a joué, rejoué. Il est amusant, il n'y a pas de pavé pour le coup, donc c'est plus pour les punchers, hein, mais ça paraît là aussi assez réaliste. Et donc, on a une bonne équipe. Là, il y a une belle équipe hein, sur cette course.
on est pas mal et hésiter un petit peu entre jouer le coup pour Valverde ou assurer, peut-être tenter plutôt pour Garcia Cortina si on l'emmène solidement. Voilà, donc c'est un petit peu ça mon hésitation du moment. Et Betancourt, même j'ai pris Mas, mais ça c'est pour le nombre de jours de course. Almeida c'est pareil pour se préparer pour le Giro. Et non, on va plutôt jouer le coup là avec Valverde ainsi que Dillier pour essayer de lancer Cortina dans les meilleures conditions. Voilà, ça va être chose faite. On va ici s'imposer encore une fois 1 Cortina, 2 Dillier. Donc ça va. On peut dire qu'on a été correct. L'adversité n'est pas non plus folle. Hein. Il n'y a pas d'énormes noms dans la partie à ce stade. Bon, c'est un peu l'histoire de à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Hein, pardon. Donc voilà. Par contre, sur l'Amstel, on est sûr d'avoir un gros plateau. Et donc, ça vaut le coup d'y aller. C'est la dernière course pour tous mes Flandriens. C'est vrai que sur cette partie aussi, j'ai décidé de plutôt aligner une équipe de Flandriens, majoritaire en tout cas, sur l'Amstel Gold Race. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le final, et en bénéficiant d'une belle forme du jour, ce qui est le cas ici, je crois presque plus en Garcia Cortina qui prend le bon coup, qui s'accroche ou qui joue sa chance au sprint, qu'en plein d'autres de mes coureurs, quoi. Surtout vu la perte de notes de Valverde qui a vraiment dégringolé, qui est devenu le pauvre plus très évident à essayer de faire gagner, quoi. Voilà, donc c'est pas grave, on a un rôle pour tout le monde. Et en l'occurrence, vous voyez, on connaissait les Jacobs. Oui, j'ai quand même rameuté Oliveira aussi, hein, bien sûr. Et puis Pastelberger est également présent. En gros, j'ai pris les meilleurs punchers parmi mes Flandriens. Et j'ai remixé avec quelques punchers de l'équipe qui, eux, par exemple, peuvent être en préparation de la suite. Et allez, on approche du final. Voilà, perçoit ici un homme qui aura bien du mal à rentrer, c'était Noël. Et par contre, on est bel et bien présent à l'avant, on arrive à accrocher les bons groupes, hein, il n'y a pas de souci. Tiens, Coberg en approche, on reconnaît la config. C'est intéressant parce que il peut y avoir des attaques sur la remontée, donc dans le Coberg. Hein. Il peut y avoir des attaques intéressantes, et si on arrive à prendre une bonne route, tiens, par exemple, si Michael Woods qui tente le coup, mais ça va parce qu'il y a plein de monde qui suit. Du coup, il n'y a pas besoin d'y aller autrement qu'en effort curseur, par exemple, pour réagir sans se vider la barre. Donc voilà, ça va, on passe. C'est l'ancienne ligne d'arrivée à l'instant. Mais oui, vous voyez, ce groupe a réussi à sortir. Le groupe qui a réussi à sortir, donc Garcia Cortina a bien réussi à s'accrocher. En fait. Il s'est accroché très très correctement. Il y a Kwiatkowski, évidemment, il y a Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel. Voilà, c'est vraiment un groupe très très costaud, avec encore une attaque ici de Van Der Poel qui est vraiment décidément inarrêtable. C'est son terrain, l'Amstel Gold Race. Il est parti en solitaire dans ce groupe à un petit peu plus de 10 km de l'arrivée. Qu'est-ce qui va advenir? Est-ce qu'on reprendra Van Der Poel ou est-ce que personne ne le reprendra? C'est toute la question ici. Kwiatkowski fait l'effort. Voilà. On a également voilà, ici qui roule. Donc Ulissi a tenté le jump pour essayer de reprendre. Et vous voyez, Van Der Poel est phénoménal. Van Der Poel arrive à tenir le coup. Quoi. C'est vraiment exceptionnel cette façon dont Van Der Poel a tenu le coup. Avant quand même de lâcher. Sur ce contre-attaque, alors Lutsenko est là et ça n'est pas une décoration. Hein. Lutsenko a vraiment une chance de l'emporter. Toutefois, regardez, il y a toujours un groupe à l'avant qui conserve une petite avance. Donc arrivée très très incertaine, très très délicate. Hein, cette fin de course, elle est pas évidente. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai perdu une roue qui était assez essentielle, c'est celle de Van Der Poel. Donc je vais tenter ici de remonter parce que mine de rien, il y a encore un petit coup à faire. Garcia Cortina va-t-il reprendre Van Der Poel ou Van Der Poel va-t-il conserver son avance? Eh ben ouais. Donc en fait, on s'est fait avoir sur le lâchage de roue. Et on fait 2. On n'était pas loin de la prendre celle-là, mais bon, elle est déjà deuxième, je considère que c'est pas si mal. Assez intense, hein, cette fin de course était assez rigolote. Garcia Cortina qui a donc déjà pris date
pour l'an prochain, on reviendra avec quelques intentions. Comptez sur moi. Comptez sur moi pour pas revenir ici à vide et pour tenter ma chance de manière un petit peu plus maligne, un peu plus habile la saison suivante, parce que deuxième c'est bien, mais sur les circonstances de course, je pense qu'il y avait même la place pour la gagner. En fait, voilà. Allez, Flèche Wallonne, c'est parti. 4 jours plus tard, la Flèche Wallonne, donc, cette fois-ci changement de décor. Hein. Mas, Higuita, Alverde, Betancourt, Prades, El Ozeki, qu'on aura aussi sur le Giro par exemple. Donc tous les Flandriens sont au bercail. Il y a pas de, on n'emmène personne. C'est terminé et on repose surtout parce que après d'autres échéances à préparer. Tour de France notamment pour les tout meilleurs d'entre eux et pour venir faire les équipiers notamment de Solaire, hein, qui sera a priori co-leader avec Higuita sur le tour qui suivra, Mas faisant l'impasse puisque Mas va être plus aligné sur Giro et Vuelta. Donc Flèche Wallonne ici avec donc une petite idée en tête fatalement, vu le pourcentage dans le mur de 8, et le fait que cette course ne fait pas tellement appel à l'endurance, quoi, puisque c'est pas une course très très longue, hein. Elle fait plus appel à la note de résistance, par exemple. Et ça, par contre, c'est un peu ennuyeux pour Mas et pour plusieurs autres de mes coureurs. C'est peut-être là-dessus qu'on a le plus grand déficit, en fait. Hein. Le projet pourrait être, parce que là, forcément, on se tourne vers la suite, hein. C'est Higuita, hein, mon projet, on va dire, leader ardennais. Vous allez me dire quoi, Higuita, leader ardennais, c'est une hérésie. Bah, en fait, je me suis trop laissé influencer, je pense, par la réalité. C'est-à-dire que Higuita, je pense, a plus dans la réalité un potentiel de, de puncher potentiel, hein, sur ce type de course pour pouvoir bien figurer IRL que dans cette partie, en fait. Voilà. Et du coup, je l'ai recruté un peu pour ça. Après, voilà, moment de vérité va intervenir. Hein. On va essayer de mettre sur orbite un petit peu Higuita. Pas réussi à sortir, hein. Vous avez vu juste avant, j'ai pas réussi du tout à sortir comme je l'aurais souhaité. Donc, gros travail d'Henrik Mas. Higuita, tout petit peu en retrait, mais pas de problème. Voilà, il est presque idéalement placé à ce stade-là s'il trouve la bonne roue. Les bonnes roues, on les connaît, hein, c'est toujours les mêmes, plus ou moins, sur la Flèche Wallonne. Donc, bah voilà, travail de masse se sacrifie. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Almeida, on voit une attaque ici qui est assez bien sentie. Il y avait Tuns, notamment Van Der Poel et Bettiol qui étaient sur le coup. Et c'est parti, mur de 8. Vous voyez, la note de résistance, elle fait très très mal en fait. Elle fait très très mal, plus le fait de se faire accessoirement bloquer par-ci, bloquer par-là. Mais en fait, quand tu te fais bloquer, il faut pas râler. C'est juste, ben oui, il y avait qu'à... Pogacar, magnifique. Pogacar, magnifique. Devant Lutsenko, Van Der Poel. C'est somptueux, hein. Honnêtement, il n'y a rien à redire sur le trio, même Kwiatkowski juste derrière. Bon, Bettiol 5, c'est un poil surprenant, mais voilà, on fait 6. Par contre, à Philippe, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon grand? Ça, on peut se le demander. Mais donc voilà, hein, je pense que je paye très cher la note de résistance, parce que à la limite, en puncher, ça pourrait passer. La forme du jour a pas non plus été exceptionnelle aussi, il faut le dire, pour une guitare. Hein. Et donc on espère avoir un petit peu mieux du côté de Liège, quelques jours plus tard, encore une fois. Et ben, c'est ce qu'on va voir. Hein. Parce que j'avais fait exprès de caler mon pic à cheval entre... non, il va arriver un peu avant le Giro, mais je voulais bénéficier d'un effet bonus, en fait, sur Liège. Et grosso modo, ça va. Ça va. On s'est pris le petit +2 qui fait plaisir. Histoire déjà de confirmer que oui, on peut quand même tabler sur une bonne forme si on fait ce type de préparation et ce type d'objectif aussi. Higuita à +2, à la limite, il peut avoir une chance à jouer. Hein. Il n'y a pas de malaise par rapport à ça. Après, toujours pareil, hein, Liège, il va y avoir la résistance. Et évidemment, un note de vallon, un note de plaine, de descente aussi pour toutes les phases de récupération de barre. Et l'endurance. Et l'endurance. Parce que par contre, là, on est sur une course qui est dans les 250 bornes. Fatalement, la note d'endurance joue énormément. Et bon, après, ensuite, les équipiers de Higuita, si je peux dire les choses ainsi, équipiers d'Higuita, ben, c'est pas non plus...
On n'a pas non plus la meilleure équipe du monde pour essayer de gagner à Liège. Hein. Mais c'est pas grave. Tant qu'il y a de l'espoir, on peut le faire. Après, faut être malin aussi. On sait que le scénario maintenant sur ce Liège 2019, hein, donc Liège profil 2019, le scénario attendu commence à être un petit peu prévisible, je trouve. Il n'y a pas assez de variété quelque part. On se doute très bien que il y aura presque pas de décision qui va se faire avant la Roche au Faucon. En tout cas, moi, ça m'arrive jamais dans les parties. Et on se doute bien que c'est sur la deuxième partie de la Roche au Faucon, voire le replat derrière avant la descente sur Liège, que toutes les choses peuvent éventuellement se jouer, quoi. Donc, pareil, je suis un peu partagé parce que je me dis que dans l'absolu, on pourrait avoir une chance, mais ce sera très dur de partir de loin. Et en plus, parce que partir de loin veut dire essayer de résister à une horde de poursuivants, et ça c'est très très délicat en fait. Et combiné à ça, est-ce que la note d'accélération, par exemple, et la note de résistance vont permettre de s'échapper au moment M, quoi, hein, qui est pile le bon moment. C'est ça qui va être le décisif, en fait. Voilà. On est dans la redoute, ça veut dire qu'on a encore quelques petites difficultés significatives avant d'aborder le final de Liège-Bastogne-Liège. À partir de là, écoutez, encore une fois, vous voyez, protection par-ci, Bettencourt est pas mal du tout. Il est pas mal, il pourra peut-être aider Higuita au bon moment. On voit que derrière, il y a pas mal de gens qui sont lâchés, notamment des gens dont je comprends même pas comment ils peuvent l'être. C'est assez stupéfiant. Allez, on n'est pas loin là de la Roche au Faucon. C'est la dernière difficulté avant cela. Donc Higuita bien protégé, Almeida, Bettencourt. Donc il y a trop de monde là pour moi, vous voyez. J'aurais aimé qu'on soit plus une dizaine en fait à ce stade-là. Pour moi, il y a beaucoup trop de monde. Bon, c'est pas pour autant qu'on va pas y aller piano piano en essayant de piquer au bon moment. On voit Education First qui est pas mal représenté à l'avant. Bettencourt va être évidemment le dernier équipier d'Higuita puisque tous les autres c'est terminé à ce stade-là après la première partie de la Roche au Faucon. On a donc, on est pas mal situé là encore, hein. Très bon positionnement. Hein. On prend pas trop d'énergie. Il va peut-être falloir tenter un coup, par contre, dans pas trop longtemps. Alors c'est ce qu'on va regarder en fait. Higuita en effort curseur. Qui est-ce qui peut lui résister? Lutsenko est bel et bien présent. Kwiatkowski est là. Van der Poel également. J'essaie de prendre la roue. Il va y avoir un bloc d'Education First. Et là, je me dis que c'est le moment ou jamais. Si j'attaque pas maintenant, je m'en mordrai les doigts. Mais le problème, c'est regardez, Kwiatkowski qui attaque pile au même moment. Il est malin, le Kwiat. Et du coup, on est à deux. Alors, à la limite, moi, arriver à deux, ça me va. Ouais, sauf que Kwiatkowski va quasiment s'arrêter de rouler. On peut aussi se dire que Van der Poel était tellement fort qu'il est revenu et qu'il avait encore de la barre, quoi. C'est aussi ça qui peut être dit. Donc, du coup, moi, je veux réagir, Rester dans la roue de Mathieu Van der Poel. Higuita a encore de la barre, hein. C'est pas du tout mort d'avance. On peut encore l'emporter, hein. Là, ça va être assez tendu, mais le coup est encore jouable. Hein. Donc Van der Poel qui emmène. Attention, Kwiatkowski qui chercherait à démarrer et à lancer finalement le sprint un petit peu plus loin. Et Higuita dans la roue de Van der Poel. Kwiatkowski mal situé finalement parce qu'il risque de se faire déposer dans ces conditions-là par l'accélération fulgurante de Van der Poel. Waouh, énorme, énormissime. On a quand même Bettiol qui vient de faire 2 top 5 consécutifs. C'est fabuleux. Hein. Victoire de Van der Poel, mais où est Alaphilippe? Mais Alaphilippe, où es-tu mon grand? Ah, il y a dû y avoir une crevaison, une chute, c'est pas possible. Alaphilippe peut pas être lâché là-dessus de manière aussi flagrante. Après, Higuita 3, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça hein, de faire troisième. Il y avait, on voit Mühlberger, on voit Sandro Meurice. Il y avait la place pour des outsiders en fait sur ce Liège cette année-là. Ça n'a pas été pour nous. Van der Poel était dur à prendre. Finalement, il prend l'Amstel, il prend Liège et Pogacar l'injouable prend la Flèche Wallonne. Donc les vainqueurs sont vraiment beaux. Hein. Les vainqueurs sont somptueux. Après, voilà. Nous, on fait chou blanc sur les 3 Ardennaises.
Mais c'est pas grave, c'est super sympa quand même d'avoir essayé de challenger tout ça. On retrouve donc dernière course proposée pour cet épisode, enfin je devrais dire dernière bis, puisque on ira faire un tout petit tour du côté de Eschborn-Frankfurt. Dernière course proposée en tout cas, c'est Tour de Romandie, où, honnêtement, mais j'aime bien le Tour de Romandie, mais en fait mon cœur est suisse romand parfois. J'ai passé beaucoup de temps là-bas et j'adore cette région. Et du coup, Tour de Romandie, ça m'interpelle toujours. En fait, je sais que c'est pas le plus prestigieux, c'est pas le plus excitant de toutes les épreuves World Tour par étape, mais c'est un truc que j'ai du mal à simuler, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout qu'avec Henrik Mas, j'ai plutôt des bons souvenirs dans d'autres parties, même avec d'autres coureurs. Il y a souvent un petit coup à jouer en fait sur le Tour de Romandie et on peut faire des points pour le classement UCI ensuite, etc. Donc on va pas non plus le surdétailler, mais je voulais pas non plus l'éluder en préparation en plus du Giro. Hein. C'est intéressant de l'équipe est quasiment on a quasiment là les types que je vais aligner hein, sur le Giro. Hein. Almeida y sera, Mas évidemment il sera le leader. Finalement le seul que j'ai pas emmené là-dessus c'est Higuita. Hein. Betancourt sera présent, Bissegger sera notre sprinter, le Suisse, et Rubio, Jorgensen et Elosegui viendront compléter. Donc vous voyez, on est vraiment dans le projet Giro là. De toute façon, on peut pas aligner 8 coureurs sur Tour de Romandie, on est obligé de se limiter à 7. Hein, donc je risquais pas de prendre Higuita. Puis Higuita, c'est surtout pour une histoire de pic. Plus maintenant que son pic arrive trop tôt, puisque je l'ai retardé volontairement pour le Giro, tout en le faisant quoi, les Ardennes, c'était un petit peu compliqué tout ça, mais ça va prendre forme. On aura donc un Giro avec Higuita sous pic de forme pendant assez longtemps, mais pas sur la fin. Je pense qu'il y aura la 3e semaine sur laquelle il sera pas sous pic. Par contre, Mas, lui, sera sous pic entre, on va dire, à partir de l'étape 4, à peu près, je crois, quelque chose comme ça, jusqu'à normalement la fin. Donc, il y a vraiment fort à parier que on aura notre chance, quoi. On aura notre chance. J'avais fait voter sur le Discord récemment, donc les gens du Discord qui sont de plus en plus nombreux, je les salue en même temps. C'est super sympa d'avoir cette activité-là, cet investissement. Tiens, on s'amuse à faire des pronos en ce moment sur le Tour de France. Alors c'est assez rigolo parce que des fois on passe complètement à travers, puis des fois il y en a qui ont des bonnes idées. Et sur le Discord j'avais fait voter et donc c'est Movistar qui jouera le Giro 2020. Par contre dans la partie Trek Segafredo il y a des votes actuellement pour ce qui est de quel Giro pour Trek Segafredo et donc fatalement Nibali. Là on est sur un autre aspect du jeu super intéressant. Évidemment je vais reprolonger Oliveira, ça va de soi. J'ai cherché longtemps qui pouvait être le type que je vais convoiter pour être le puncher de l'équipe. Et j'aimerais bien que ce soit Marc Hirschi. Voilà. Je sais que je l'ai déjà utilisé par le passé, mais je l'ai jamais rentabilisé à fond. Donc ce serait peut-être intéressant, on a des Suisses en plus, on a une colonie. Ce serait intéressant d'ajouter Marc Hirschi, je trouve. Petite parenthèse, après les dossiers phase 1, c'est Eschborn Frankfurt pour qui bah, on va tenter le coup avec notre sprinter chéri. Hein, ma foi, même il s'est reposé pendant quelques temps là, il va quand même monter, venir un petit peu sur le pont du côté de cette course, qui est intéressant, c'est un joli plateau, hein. Notamment évidemment un plateau de sprinter avec Christophe, Groenewegen, avec quelques-uns là qui sont vraiment pas vilains. Donc tente notre chance. Après, pas vous mentir, on est sûr que ça arrive au sprint. Hein. La seule incertitude, c'est à combien s'élèvera le groupe de leaders au moment du final, quoi. Est-ce qu'on sera une vingtaine parce que ce sera très très limité par la difficulté que certains auraient mis dans la course mise, ou bien est-ce qu'au contraire il y aura un gros peloton, voilà, c'est toute la question. Mais après sur l'issue on le sait déjà, hein, ce sera du sprint probablement. Et donc bah, on va essayer de le préparer proprement. Voilà. Je sais que notre train n'est pas le meilleur, mais je fais quand même un petit train, j'essaie de durcir en fait moi-même, durcir un petit peu cette course sur la fin. Comme vous le voyez ici, tout le monde y passe. Après, on se cale derrière une fois qu'on a terminé de passer son relais. Garcia Cortina sera donc lancé par Prades et Rojas. Donc voilà le job pour
ces deux-là, Prades et Rojas, vont devoir lancer Garcia Cortina. Allez, on est sur la flamme rouge. Peut-être lancer un petit peu tard. Peut-être lancer un tout petit peu tard, mais allez, quand on voit la barre qui reste, non. Non. Hollowegen était juste très au-dessus, sans qu'il y ait quoi que ce soit à redire. Donc voilà, Christophe, Viviani fait 3. Et à la 4ème place, pas vilaine, quoi. Je suis pas... je suis content. 4ème, c'est pas si mal. Et on va finir Tour de Romandie. Donc voilà, l'épisode aura vraiment englobé une grosse partie là. C'est long à jouer, tout ça. Un petit peu de montage aussi à faire. Et puis surtout, je voulais qu'on prenne un petit peu d'avance sur la partie Trek pour qu'on soit un petit peu décalé dans le calendrier. C'est-à-dire que comme ça, je pourrais déjà entamer le Giro pendant que je m'occuperai du mois d'avril avec Trek Segafredo. Donc ça installe un petit décalage. Le Tour-Soudal, ça va, elle est calée en fin d'année. Et puis la partie avec les ragazzi, ne vous inquiétez pas, elle est pas du tout morte. C'est juste que comme je veux qu'un épisode permette de beaucoup avancer, puisqu'on est dans un objectif de simulation, d'aller loin un petit peu au nombre d'années, quoi. Mais il y a quand même quelques courses que je veux jouer, si j'ai pas de simuler non plus brutalement. Ben, de ce fait, c'est un petit peu plus laborieux, fastidieux par moment à avancer. Voilà, c'est juste la petite observation. Donc allez, on est toujours en Romandie, sur un final un petit peu nerveux. Enric Mas est là, mais il n'est pas du tout favori pour ce type d'arrivée. Pourquoi Parce qu'on est de nouveau sur une arrivée assez violente, d'1 kilomètre environ. Une grosse difficulté. Et là-dessus, c'est Nox de la Deceuninck Quick-Step qui va s'imposer devant Ion Isakire. Même Mohoric comme ça qui va venir chercher une 3ème place assez hypothétique. Et donc pas de changement majeur au général, même si je sais, il y a Ion Isakire qui prend le maillot, mais il n'y a pas encore de choses significatives. Les choses significatives, ça se passe à l'étape 5 et à l'étape 6. Voilà. Ici, on est avec un Enric Mas qui est parmi les favoris de cette étape 5. Je vais lancer Jorgensen en échappée, sait-on jamais. Après, sans certitude, mais au moins il pourrait servir éventuellement de point d'appui pour Mas, si jamais l'échappée prend du corps, mais bon, vous voyez. Le problème, c'est que, toujours pareil, hein, sur ces étapes-là, on a du mal à avoir une échappée qui va bien loin. Hein. Comme ça, arrive au sommet sur une course à 6 étapes, niveau World Tour, il y a trop de bons équipiers pour que devant ça puisse aller très loin. On va donc se retrouver avec une course de côte, hein, en gros, une dizaine de kilomètres, l'ascension finale. Avec, bon, là, on aperçoit Evie Hermoz et Tom Skynes, je crois, je suis pas sûr, qui étaient à l'avant, mais pas tarder à se faire reprendre parce que de toute façon, les pourcentages sont trop élevés pour que ces deux-là puissent aller au bout, hein, bien évidemment. Donc on va les retravailler d'ailleurs. Voilà, vous voyez, je sacrifie Bissegger qui a bien bossé, hein, dans cette étape-là. D'ailleurs, c'est Almeida protégé par Elosegui qui va y aller. Là, on est dans le prémisse de ce qu'on pourrait éventuellement voir ou faire sur le Giro. Hein. Je vous cache pas qu'on a les moyens quand même avec cette équipe-là, par moment, parce qu'on aura beaucoup de gens qui sont sur pic de forme, les moyens de prendre la course à notre compte en fait, hein, sur le Giro. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que ça se passera comme ça. Peut-être que j'aurai une grosse désillusion, mais voilà, on est sur les prémices de ça. Vous voyez, en plus il y a Egan Bernal qui est présent, Geraint Thomas, Reichenbach est aperçu. On sait qu'il y a Primoz Roglic aussi qui est présent sur ce Tour de Romandie. Ça a attaqué de très loin, hein. Il faut pas s'énerver. Hein. Ce sont des fins de course sur lesquelles la patience est un paramètre très important. On va pas s'exciter là encore. Enric Mas, là par contre c'est peut-être le moment de suivre Egan Bernal et se méfier également des gens qui pourraient se tenter. Les Bernal qui craquent léger, enfin façon de parler quoi. Et donc c'est peut-être le moment pour Mas d'y aller. Voilà, Geraint Thomas, Reichenbach sont devant. Attention, il y a du bon Hansgrohe également qui est présent ici. Allez, on va essayer d'accélérer au bon moment. Regardez-moi ça. Enric Mas. Qui a dit qu'Enric Mas était incapable de régler un groupe au sommet? Non, pas du tout.
Non, c'est grosse charte hein, qui en a fait les frais. Et donc, petite victoire sympa là pour Enric Mas en cette fin d'épisode là. Étape 5. En plus, il prend le maillot. Il prend le maillot à la veille quand même. Je tempère tout de suite l'enthousiasme. C'est un contre-la-montre relativement plat d'environ 18 km qui nous attend. Donc, il n'y a pas non plus à trop se faire de rêves. Parce que certes, il y a deux petites zones. Ouais, surtout une. Sur lesquelles il y a du pourcentage. D'ailleurs, tiens, je me suis amusé avec Elosegui à reconnaître le parcours. Voilà, donc Elosegui a fait un petit intermédiaire sympa. Il a été vite déboulonné de sa place de leader. Enric Mas s'élance bien plus tard. J'essaie de pousser un peu dans les pourcentages là pour essayer de faire une diff ou en tout cas limiter l'écart que je pressens avec les Dumoulin, Roglic et compagnie, Geraint Thomas peut-être. Et on n'est pas si ridicule aller au premier intermédiaire, c'est pas dégueulasse. Voir que tout le monde est passé avant Mas, hein, parce que Mas est maillot jaune, donc il passe là. Et en toute fin, on est sur du plat, on n'est vraiment pas sur les secteurs qui arrangent le plus Enric Mas, mais allez, on se bat parce que on en retrouvera souvent des situations comme celle-là où il faut essayer de sauver un maillot. Est-ce que ce sera fait? Non, retard rédhibitoire pour Enric Mas sur cette étape 6 du Tour de Romandie. C'était trop difficile, mais je suis très content parce qu'on s'en sort quand même à 14 secondes avec un podium. Et donc déjà, ça, c'est une petite victoire que cette troisième place de Mas sur le Tour de Romandie, sans pic de fin évidemment. On attend le Giro avec impatience, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, je me suis régalé à vous le préparer, même si c'était un peu long. Et voilà, Giro est notre prochain objectif. Giro donc profil 2020. On voit le petit récap des vainqueurs par-ci, vainqueurs par-là jusqu'à maintenant. On voit que c'est assez prestigieux. On a réussi à s'insérer à des endroits, mais on est loin d'écraser tout ça, malgré quelques jolies victoires. Ouais, Pogacar m'a beaucoup impressionné. Vraiment somptueux. Et puis ça, j'ai en ligne de mire le petit Hirschi là. On va peut-être faire la maille chez nous de manière sympathique. A très bientôt pour le Giro. Bye bye.